bonsoir à tous. Ce soir, nous allons plonger dans une affaire terrifiante, un dossier glaçant qui a secoué le sud de la France. Un cauchemar réel, ancré dans les profondeurs d'une forêt silencieuse et enneigée, un drame qui a bouleversé bien au-delà de la région. Préparez-vous à découvrir l'impensable. Le 30 novembre 2017, alors que la nuit commence à tomber sur les reliefs glacés du département de l'Ariège, en région Occitanie, un sapeur-pompier en patrouille dans les hauteurs de la forêt de Picouel remarque une épaisse colonne de fumée s'élevant au-dessus des arbres. La zone est escarpée, déserte, le sol est recouvert de neige fondante, rendant chaque pas difficile. En s'approchant, il découvre une scène irréelle, une Renault Kangoo blanche, entièrement calcinée, gît sur le bas-côté d'un chemin forestier, à moitié enseveli sous la neige fraîche. L'air est glacial, le silence pesant. Tout autour, aucun signe de vie. L'incendie, désormais éteint, n'a laissé que ruines et cendres. Les premières constatations sont sans équivoque, ce feu n'est pas accidentel. Il a été déclenché volontairement, avec l'intention manifeste d'effacer toute trace, toute preuve. Aucune goutte de sang, aucun corps, pas le moindre signe visible de lutte à l'intérieur du véhicule. Mais l'odeur persistante d'essence flotte encore dans l'air, suffocante, omniprésente. Un acte prémédité, rapide, brutal. L'immatriculation de la voiture mène à son propriétaire, Christophe Or, domicilié dans la commune de Mérué, à une trentaine de kilomètres du lieu où le véhicule a été retrouvé. Ce jour-là, selon les informations disponibles, Christophe avait quitté son domicile avec sa fille, Célia. D'après leurs proches, il devait passer par la gare de Pamé, d'où la jeune fille devait prendre un train pour Toulouse. Mais ils ne sont jamais arrivés. À partir de 16 heures, plus aucune nouvelle. Les appels restent sans réponse. Leur trace s'évanouit brutalement. Le signalement de la voiture incendiée arrive en soirée. Mais à ce moment-là, cela fait déjà plusieurs heures que Christophe et sa fille sont introuvables. 2 personnes disparues. Un véhicule volontairement détruit. La situation devient critique. Les secours se mobilisent immédiatement. Les enquêteurs, conscients de la gravité des faits, se rendent sur place. Aucun indice exploitable, pas de traces de pneus, pas d'empreintes, rien n'a résisté aux flammes. La neige et la glace fondue ont effacé toute piste possible. La forêt s'épaissit rapidement, et la lumière décroît. Il n'y a ni éclairage public ni couverture téléphonique. C'est un endroit hostile, coupé du monde. Une opération de recherche d'envergure est déclenchée sans attendre. Des gendarmes, des pompiers, des maîtres-chiens sont mobilisés, ratissant la zone sans relâche. Des hélicoptères sont envoyés en soutien aérien. Ce qui ressemblait au départ à une simple disparition routière devient alors une affaire inquiétante aux contours inquiétants. Les autorités comprennent que quelque chose de bien plus grave s'est produit. Une tragédie est en train de s'écrire. Ce véhicule noirci par les flammes, solitaire dans cette forêt oubliée, marque le point de départ d'une enquête complexe. Une enquête qui, au fil des semaines et des mois à venir, va révéler des vérités insoutenables. Derrière cette disparition se cachent des actes d'une cruauté méthodique, des mensonges dissimulés sous une apparente normalité, et une vérité bien plus sombre qu'on aurait pu imaginer. Christophe Or était un homme discret, né et élevé dans le département de l'Isère, à l'est du pays. En 2012, il décide de changer de vie et s'installe dans le département de l'Ariège, au cœur de la région Occitanie, pour vivre avec sa nouvelle compagne, Marie-Joséphine Montesino. Leur histoire d'amour durera 4 ans. Elle s'achèvera en novembre 2016. Après la rupture, Christophe choisit de rester dans la région. Il s'installe seul à Mérué, un petit village pittoresque niché entre Toulouse et Perpignan, réputé pour sa tranquillité, ses ruelles anciennes et son charme rural. Un lieu qu'il affectionnait particulièrement pour son calme et sa beauté. Passionné par la nature, fasciné par les montagnes et amateur de photographie, Christophe menait une vie simple, en harmonie avec les paysages qui l'entouraient. Il travaillait comme jardinier et paysagiste, exerçant en tant qu'indépendant. Ceux qui le connaissaient, qu'ils soient collègues, voisins ou clients, le décrivaient tous de la même manière. Un homme doux, attentionné, à l'écoute, profondément humain. Mais derrière cette vie paisible, un engrenage funeste était en marche, et personne ne pouvait imaginer l'ampleur du drame qui allait éclater. Il entretenait une relation étroite avec sa famille. Régulièrement, il appelait ses frères et sœurs pour leur confier ses pensées, parler de ses projets ou simplement prendre des nouvelles. Ces échanges, souvent sincères et chaleureux, témoignaient de son attachement profond à ses proches. Pourtant, il voyait peu sa fille. Pendant son union avec son ancienne compagne Sandra, leur fille, Célia, était née. Mais après leur séparation, Christophe n'avait pas obtenu la garde. Cela l'avait affecté durablement. Célia Orsaz avait grandi dans le département de l'Isère, là où elle était née. À ses 18 ans, tout juste diplômée du lycée, elle avait pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Partir s'installer dans le sud de la France pour y poursuivre des études en cosmétologie, à Toulouse.
Ce déménagement était bien plus qu'un simple changement de décor, il marquait aussi sa volonté de renouer avec son père, qu'elle n'avait que peu connu durant son enfance. Une volonté réciproque, qui avait apporté un profond soulagement aux deux. Peu à peu, une complicité nouvelle s'était installée entre eux. Ils publiaient des photos ensemble sur les réseaux sociaux, partageaient des moments simples mais précieux, notamment les week-ends. Célia était une jeune femme posée, douce, reconnue pour son calme et sa gentillesse. Fidèle en amitié comme en amour, elle partageait sa vie avec Thibaut, qu'elle appelait tendrement Thibaut, un jeune homme qu'elle fréquentait depuis l'école primaire. Leur histoire d'amour s'était prolongée au fil des années, solide et sincère. Lorsqu'elle s'était installée à Toulouse, Thibaut n'avait pas hésité une seconde à la rejoindre, déterminé à rester à ses côtés. Mais Célia n'était pas qu'une étudiante appliquée. Elle était passionnée par l'histoire, fascinée par les châteaux, l'architecture ancienne, les pierres chargées de mémoire. Elle trouvait dans ses passions une forme de refuge, un monde apaisant. Elle s'occupait également avec attention de sa jeune demi-sœur, issue du second mariage de sa mère. Une figure de tendresse et de responsabilité dans sa famille. Le 30 novembre 2017 avait commencé comme n'importe quel autre jour d'hiver. Rien ne laissait présager le drame qui allait suivre. Christophe avait prévu un rendez-vous professionnel avec un client potentiel, dans le but de proposer un devis pour la construction d'une cabane en montagne. Il en avait d'ailleurs fait mention dans un message envoyé à une connaissance ce matin-là. En parallèle, il devait accompagner Célia à la gare de Pamé, d'où elle comptait prendre un train pour rejoindre Thibaut à Toulouse. Un plan banal, anodin. Célia n'ayant pas de clé de l'appartement, elle avait initialement prévu de retrouver Thibaut plus tôt dans la journée. Mais ce dernier avait dû repousser leur rencontre à cause d'un rendez-vous médical. Ils avaient donc convenu qu'elle prendrait un train plus tardif et qu'elle le préviendrait dès son arrivée à la gare de Toulouse. À 14h, Célia envoie son dernier message. Elle écrit qu'elle lui enverra un texto une fois arrivée. Mais après ce message, plus rien. Le silence. Le déroulé prévu était pourtant simple. Christophe devait s'arrêter brièvement chez son client, puis conduire sa fille à la gare. 18 petits kilomètres séparaient leur domicile de la gare de Pamé. Un trajet court, sans difficulté particulière. Mais ce jour ordinaire allait devenir leur dernier. C'est à partir de ce moment que tout bascule. Deux êtres, liés par le sang, portés par une volonté de rapprochement, s'évaporent sans laisser de traces. Aucun signal d'alerte, aucun conflit, aucune raison apparente. Il n'y avait rien qui laissait supposer qu'ils puissent disparaître ainsi. Pourtant, la réalité était implacable, ils n'étaient jamais revenus. Les proches le sentent immédiatement. L'inquiétude s'installe comme un frisson glacial. Quelque chose ne va pas. La famille de Christophe tente de le joindre à plusieurs reprises. Puis elle contacte voisins et amis, personne ne l'a vu depuis le début d'après-midi. Les téléphones portables des deux disparus sont injoignables. Éteints, ou hors réseau. Leurs signaux se sont volatilisés. Dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, Sandra ou la mère de Célia et Thibaut prennent une décision cruciale. Ils contactent les autorités. Une déclaration de disparition est enregistrée sans délai. L'affaire est transmise à la gendarmerie, qui commence les recherches dès l'aube du 1er décembre. Au départ, les enquêteurs envisagent une hypothèse simple, un accident. Peut-être que le véhicule de Christophe, une Renault Kangoo blanche, aurait quitté la route dans une zone isolée, difficile d'accès. Mais les heures à venir vont rapidement faire voler en éclats cette théorie rassurante. À l'orée de la forêt de Picoel, sur une route secondaire sinueuse menant hors de Mérué, un pompier en service emprunte un chemin rural isolé. Le paysage est austère, figé par le froid, silencieux. Mais quelque chose attire son attention, une zone au sol paraît anormalement noircie. Intrigué, il arrête son véhicule et s'approche. Ce qu'il découvre glace le sang. Une carcasse de voiture entièrement calcinée, méconnaissable, déformée par les flammes. À l'intérieur, tout a été ravagé. Le numéro d'immatriculation encore visible permet une identification rapide. Il s'agit d'une Renault Kangoo appartenant à Christophe Or. Immédiatement, les gendarmes sont appelés et sécurisent la zone. Le véhicule est détruit de fond en comble, sa structure en métal torsadé, l'intérieur réduit en cendres. Les techniciens en identification criminelle sont déployés sur place sans délai. Les premières analyses révèlent une information capitale, la présence indiscutable d'un liquide inflammable. L'hypothèse d'un accident est aussitôt écartée. Il ne s'agit pas d'un incendie fortuit, provoqué par un choc ou une défaillance mécanique. C'est un feu volontaire, méthodique, déclenché avec une intention claire, faire disparaître toute trace. Aucun corps n'est retrouvé à l'intérieur. Aucune preuve biologique exploitable. Les conditions météorologiques, combinées à la violence des flammes, ont très probablement effacé les éléments matériels qui auraient pu guider l'enquête. Face à ces constats accablants, les enquêteurs comprennent que l'affaire change de nature. Ce n'est plus une disparition mystérieuse. C'est potentiellement un crime.
Un acte prémédité, exécuté avec sang-froid. La disparition de Christophe et de sa fille Célia ne peut plus être considérée comme un simple accident tragique. Le spectre d'un acte criminel s'impose. Un vaste plan de recherche est lancé. Tout le périmètre autour de la forêt de Picoel est scruté sur des kilomètres à la ronde. Chaque sentier, chaque détour, chaque talus est examiné. Les forces de l'ordre analysent également toutes les images de vidéosurveillance possibles sur les itinéraires empruntés. L'objectif est clair, savoir qui a vu Christophe pour la dernière fois, et reconstituer précisément son emploi du temps. Les premiers témoignages sont recueillis auprès de la famille de Célia et des proches de Christophe. C'est alors que les enquêteurs apprennent que Christophe avait prévu, ce même jour, une rencontre professionnelle avec un client potentiel. Une information cruciale qui prend une toute nouvelle importance. Le 1er décembre, un nouveau récit se dessine, celui d'un père et de sa fille, disparus dans des circonstances troublantes, leur voiture retrouvée incendiée dans une zone isolée, aucun témoin, aucune trace de lutte, aucun signe d'activité depuis leur départ. Tout indique une intervention extérieure. L'affaire bascule définitivement dans le champ criminel. Dès lors, les efforts ne visent plus uniquement à les retrouver. Il faut comprendre, reconstituer leur parcours, identifier les zones d'ombre. La gendarmerie concentre son enquête sur les dernières heures connues de Christophe et Célia Orsaz. La priorité absolue est de déterminer où ils se trouvaient entre le moment où ils ont quitté leur domicile et celui où leurs téléphones se sont mystérieusement tus. Les enquêteurs analysent les enregistrements de caméras, les relevés téléphoniques, les opérations bancaires. La première image confirmée provient d'une caméra de vidéosurveillance située à proximité de la maison de Christophe. À 16h12, la caméra capte Christophe et sa fille quittant leur domicile. Célia porte un manteau sombre, une écharpe nouée autour du cou. Christophe marche calmement à ses côtés. Aucun signe d'inquiétude, aucun indice visible de tension. Moins de 20 minutes plus tard, une autre vidéo les immortalise à la station-service de Lavelanet. Sur les images, ils paraissent détendus. Célia entre dans la supérette, tandis que Christophe reste près du véhicule. Leurs gestes sont lents, ordinaires. Rien ne laisse présager que ces instants capturés seront les derniers. Entre 16h36 et 17h, leurs téléphones portables émettent leurs derniers signaux. Après 17h, plus aucune connexion à un relais. Silence total. Le dernier signal les situe juste au sud de Mérué, à proximité directe des terrains montagneux menant à la forêt de Picoel, là où, quelques heures plus tard, leur voiture sera retrouvée, dévorée par les flammes. Quant à leur compte bancaire, aucun mouvement n'est enregistré après leur départ. Aucune tentative de retrait, aucun achat, aucun paiement. Comme si leur quotidien s'était figé en un instant. Une routine interrompue avec une brutalité implacable. Tout semble indiquer qu'ils ont été interceptés. Que quelque chose ou quelqu'un a modifié le cours de cette journée ordinaire. Les questions se multiplient, les hypothèses se resserrent. Et au cœur de cette forêt brûlée, la vérité attend encore d'être révélée. Disparition volontaire ou fuite soudaine? Ces hypothèses s'effondrent face aux faits. Tout, dans le comportement de Christophe et de Célia le jour de leur disparition, évoquait une journée banale. Des projets planifiés, des courses accomplies, des échanges sereins. Rien ne laissait présager le tournant dramatique qu'allait prendre cette journée. Aucune alerte, aucun signe de rupture. C'était un jeudi ordinaire. Jusqu'au moment où tout s'est figé. Un élément clé va bientôt faire basculer l'enquête. Une piste inattendue, mais décisive. Un numéro de téléphone ayant contacté Christophe peu de temps avant sa disparition. Ce numéro figurait dans ses contacts sous le nom d'un potentiel client qu'il devait rencontrer ce jour-là. Lorsqu'il remonte la trace via l'opérateur mobile, les enquêteurs découvrent que cette ligne appartient à une carte SIM prépayée, achetée seulement 2 jours avant le 30 novembre. L'enregistrement a été effectué sous une identité inconnue de l'entourage de Christophe. L'utilisation du numéro était plus que limitée. Quelques appels, aucun message significatif. Et après le 30 novembre, silence total. Plus aucun appel, aucune donnée transmise. La ligne s'éteint pour toujours. L'évidence s'impose, cette carte a été acquise dans un but précis. Organiser un rendez-vous avec Christophe. Une fois la rencontre accomplie, elle a été détruite ou abandonnée. Le nom associé à ce mystérieux contact dans le téléphone de Christophe était Bertilli. Un nom que personne n'avait jamais entendu auparavant. Aucun message précédent, aucun email, aucun appel antérieur. Aucun lien réel. Rien ne reliait cette identité à sa vie. Les tentatives de traquer d'autres numéros ou appareils associés à cette carte échouent. C'est une impasse numérique. Ce qui prend forme est terrifiant, un piège savamment orchestré. Un faux nom. Un faux numéro. Un point de rendez-vous reculé. Une disparition immédiate. Tous les indices convergent, il s'agissait d'un acte prémédité. Le piège s'est refermé avec une précision inquiétante. Les forces de l'ordre redoublent d'efforts.
Elle plonge dans l'historique des communications de Christophe, analyse ses échanges, ses correspondances électroniques, ses contacts sociaux. Chaque message, chaque trace devient un indice potentiel. Elles examinent ses interactions avec son entourage, notamment avec ses anciennes compagnes. Elles recherchent des tensions, des menaces, des comportements suspects. Mais rien ne semble aussi suspect que ce nom, Bertilli. Il devient l'obsession des enquêteurs. Qui se cache derrière cette identité fantôme? Comment cette personne a-t-elle approché Christophe? Et surtout, dans quel but précis? À ce stade, un autre nom refait surface. Un nom déjà évoqué par la famille, mais jamais exploré en profondeur, Marie-Josée Montesino. Ce nom, lié intimement à Christophe, ressurgit dans les messages privés, dans les confidences, dans les souvenirs partagés par ses proches. Car Marie-Josée n'était pas une étrangère. Elle avait été une figure centrale dans la vie de Christophe. En 2012, il avait quitté sa région natale pour venir s'installer à Ariès afin de vivre avec elle. Leur relation avait duré 4 ans. En 2016, elle s'était terminée dans la douleur. Selon les proches, cette séparation avait été tout sauf paisible. Marquée par les tensions, les accusations, les rancunes, elle avait laissé des cicatrices profondes. Même après leur rupture, les contacts avaient persisté, mais sous une forme bien différente, hostile, parfois violente. La sœur de Christophe, ainsi que plusieurs de ses amis, se souviennent avec précision des propos qu'il leur avait tenus. Ils recevaient des messages insistants de Marie-Josée, souvent accusateurs, parfois agressifs. Elle l'accusait de vol, lui lançait des menaces voilées. Parfois, elle le suivait. Il avait confié à ses proches qu'il se sentait harcelé. Et surtout, il avait peur. Peur d'elle. Peur de ce dont elle serait capable. Ses craintes, il ne les avait pas gardées pour lui. Il les avait exprimées clairement. Et un jour, il avait prononcé cette phrase lourde de sens, « Si un jour il m'arrive quelque chose, regardez de son côté ». Cette déclaration, restée jusqu'ici dans l'ombre, prend désormais un poids immense. Elle éclaire l'enquête sous un jour nouveau. Et pendant que la piste de Bertilli demeure trouble, l'ombre de Marie-Josée Montesino commence, elle, à se dessiner plus nettement dans le champ du possible. Au domicile de Christophe, les enquêteurs découvrent plusieurs éléments troublants. Parmi eux, des notes manuscrites et des impressions de messages menaçants, que Christophe aurait reçus de la part de Marie-Josée Montesino. Ces documents contiennent des phrases glaçantes. Dans l'un des messages, elle promettait de le détruire. Un autre allait plus loin encore, elle l'avertissait qu'il ne passerait pas Noël avec sa fille et qu'il finirait en prison. Ces paroles, Christophe ne les avait jamais prises à la légère. Il en avait parlé ouvertement à ses proches, évoquant la possibilité de violences physiques. Il avait même confié qu'il ne se sentait pas à l'abri, qu'un danger planait. Avant sa disparition, Christophe avait franchi les portes du commissariat à 3 reprises pour dénoncer ce harcèlement. 3 démarches officielles, 3 appels à l'aide restés sans suite. À chaque fois, ces plaintes étaient classées, jugées insuffisantes au regard des critères procéduraux. Les menaces étaient bien là, mais elles ne déclenchaient aucune action concrète de la part des autorités. Lorsque les gendarmes commencent à interroger les connaissances de Christophe, un nom revient de façon immédiate et insistante, celui de Marie-Josée Montesino. Elle devient alors l'une des premières personnes convoquées, officiellement entendue en tant que témoin. Son audition a lieu le 3 décembre 2017, soit à peine 3 jours après la déclaration de disparition de Christophe et de sa fille. Dès le début de l'entretien, Marie-Josée affirme ne pas avoir eu de contact avec Christophe le jour où il a disparu. Elle reconnaît que leur relation s'était dégradée et qualifie Christophe de manipulateur et malhonnête. Elle ajoute avoir déposé une plainte contre lui en juin 2017, pour des menaces et un prétendu harcèlement psychologique. Pour justifier sa propre absence le jour des faits, elle avance un alibi. Selon ses dires, elle se trouvait chez son ex-mari, avec qui elle aurait passé la journée en promenade aux côtés de la nouvelle compagne de celui-ci. Les 2 témoins confirment d'abord ses propos. Mais peu de temps après, la femme qui devait appuyer son alibi revient sur sa déclaration. Elle admet, face aux enquêteurs, avoir menti à la demande de Marie-Josée Montesino. Cette révélation fait l'effet d'un choc. L'alibi s'effondre, la confiance aussi. Parallèlement, les experts informatiques poursuivent l'analyse du matériel personnel de Christophe, notamment son ordinateur. C'est là qu'ils tombent sur une série d'échanges par courriel entre lui et Marie-Josée. Le ton de ses messages varie, tantôt elle le supplie de répondre, tantôt elle devient menaçante, vindicative, agressive. Un courriel, en particulier, attire l'attention des enquêteurs. Une phrase sinistre y figure, « Je sais comment mettre fin à tout ça. Ne crois pas que tu peux simplement partir tranquillement. » Ces mots sèment le doute, un doute qui se transforme rapidement en conviction. Le comportement de Marie-Josée Montesino lors des interrogatoires ajoute une nouvelle couche d'inquiétude. Elle se montre nerveuse, réactive, change souvent de version, tente de détourner les questions.
Lorsque les enquêteurs abordent la disparition de Christophe et de Célia, elle reste étrangement impassible. Son ton demeure plat, détaché, presque froid. Pas de larmes. Pas d'émotion apparente. Juste des phrases courtes, calculées, et des silences pesants. Ces contradictions, associées à un alibi détruit, un passif de menaces explicites et une attitude fuyante, transforment radicalement sa position dans le dossier. Marie-Josée Montesino n'est plus perçue comme une simple ex-compagne. Elle devient une personne d'intérêt, une figure centrale dont le rôle potentiel dans cette affaire ne peut plus être ignoré. Dès lors, les autorités prennent une décision capitale, elle sera placée sous surveillance. Des écoutes téléphoniques sont autorisées. La phase suivante de l'enquête s'ouvre, identifier d'éventuels complices. Car si le nom de Bertilli demeure à ce stade une énigme, il est de plus en plus évident que cette identité fictive n'a pas surgi par hasard, et que derrière cette mise en scène se cache une stratégie préméditée, peut-être élaborée à plusieurs. L'enquête entre dans une nouvelle dimension. Une vérité inquiétante commence à émerger. Qui, précisément, aurait pu passer à l'acte ? Après avoir établi avec certitude que l'identité de Bertilli était fictive, les enquêteurs décident de croiser les numéros de téléphone impliqués avec les contacts connus de Marie-Josée Montesino. Très vite, un lien troublant se dessine. L'un des numéros utilisés le jour de la disparition de Christophe est rattaché à un homme nommé Jean-Paul Vidal, un mécanicien local connu dans la région. Ancien cascadeur, il menait une vie en apparence paisible. Marié, père de famille, sans antécédents judiciaires, il n'avait jamais eu de démêlé avec la justice. Ni la police ni la gendarmerie ne le connaissaient jusqu'alors. Mais en creusant dans son passé, les enquêteurs découvrent qu'il partageait un lien significatif avec Marie-Josée Montesino. Entre 2010 et 2012, Vidal et Montesino avaient entretenu une relation amoureuse. Ce que peu de gens savaient, c'est que cette relation avait repris discrètement après la rupture de Montesino avec Christophe. Jean-Paul Vidal était devenu son partenaire secret, un homme de l'ombre resté dans son orbite. Cette connexion est formellement confirmée par l'analyse des relevés téléphoniques. Dans les semaines qui ont précédé la disparition de Christophe et Célia, Montesino et Vidal échangent quotidiennement. Le jour même de la disparition, leurs communications sont particulièrement nombreuses et intenses. L'appel que Christophe reçoit de Bertilli provient en réalité d'un téléphone lié à Jean-Paul Vidal, bien que la ligne soit officiellement enregistrée sous une tierce personne. Ce numéro n'avait jamais été utilisé avant la fin novembre, et après le 30, il devient inactif. Les données fournies par l'opérateur téléphonique révèlent que la carte SIM avait été achetée en liquide et activée seulement 2 jours avant les faits. Les indices s'alignent les uns après les autres, la fausse identité de Bertilli, le téléphone prépayé, la proximité entre les numéros, et surtout, la géolocalisation. Les données téléphoniques du 30 novembre sont sans appel. À plusieurs moments de la journée, le téléphone de Bertilli et celui de Jean-Paul Vidal sont localisés dans les mêmes zones géographiques. La supercherie ne tient plus. Vidal n'était pas un simple complice sentimental, il avait volontairement pris contact avec Christophe en se faisant passer pour un client. C'est lui qui avait organisé le rendez-vous fatal. Celui dont Christophe ne reviendrait jamais. Mais un élément supplémentaire vient noircir le tableau. L'analyse des messages textes et des écoutes téléphoniques révèle que Vidal n'a pas agi de son propre chef. Les échanges entre lui et Montesino exposent une dynamique troublante. Elle exerce une pression constante, le pousse à agir, distille son ressentiment, sa haine, sa soif de vengeance. Ces mots sont lourds de rancœur. Elle semble manipuler Vidal, exploitant leur lien intime pour l'inciter à participer à un plan sinistre. Elle évoque la trahison, l'humiliation, la nécessité de réparer. Les enquêteurs dressent alors un constat effrayant. Un homme bien réel, utilisant une identité factice, en lien étroit avec une femme déjà placée sous surveillance, avait organisé un rendez-vous dans un lieu isolé. Rendez-vous qui avait conduit à la disparition d'un père et de sa fille. Jean-Paul Vidal devient désormais un acteur central du dossier. Son rôle dépasse celui du simple exécutant, il semble investi émotionnellement, motivé, peut-être poussé par son attachement à Montesino, mais conscient de la portée de ses actes. C'est lui, sous l'alias de Bertilli, qui a tendu le piège à Christophe. Une rencontre planifiée, orchestrée, pensée dans le moindre détail. Une rencontre dont Christophe ne sortirait jamais vivant. Le 11 juin 2018, 6 mois après la disparition de Christophe et Célia Or, l'enquête franchit une étape décisive. Sur la base d'un faisceau d'éléments accablants, croisement des données téléphoniques, enregistrements, témoignages, la gendarmerie procède à l'arrestation de 4 personnes. Jean-Paul Vidal, Marie-Josée Montesino, son ex-mari, ainsi qu'un ami proche de Vidal. Les 2 derniers seront rapidement relâchés, faute d'implication directe. Mais pour Vidal et Montesino, la situation bascule. Ils sont placés en détention. L'instruction judiciaire peut désormais s'appuyer sur des faits solides. Et ce n'est que le début d'une longue descente vers la vérité. Lors de son interrogatoire,
Jean-Paul Vidal finit par céder. Il avoue son implication dans la disparition de Christophe et de sa fille Célia. Ce qu'il révèle alors glace le sang. Son témoignage correspond point par point aux éléments matériels déjà rassemblés par les enquêteurs. Il confirme qu'il a bien utilisé l'identité fictive de Bertilli pour contacter Christophe et lui fixer un rendez-vous. Le lieu choisi ? Une propriété abandonnée appelée Riocan, enfouie au cœur de la forêt de Picocel, un endroit isolé, sans aucune couverture réseau. Cette absence de signal expliquait enfin pourquoi les téléphones de Christophe et de Célia s'étaient tus si brutalement. Selon les déclarations de Vidal, Christophe s'est présenté au rendez-vous accompagné de sa fille. Célia était restée dans le véhicule pendant que son père sortait inspecter les lieux. À peine avait-il fait quelques pas qu'il était attaqué. 2 individus, armés de barres métalliques, l'avaient frappé à la tête avec violence. Vidal reconnaît avoir participé directement à cette agression, tout comme Marie-Josée Montesino. À chaque coup porté, elle hurlait des accusations contre Christophe. Les coups pleuvaient sans répit. Bientôt, il perd connaissance et s'effondre au sol, inerte. Il l'attache alors avec des colliers de serrage en plastique et le traîne jusqu'à une fosse déjà creusée à l'avance. Une fosse d'évacuation de déchets, dissimulée sous des pédales de béton. Et là, selon Vidal, il y dépose, toujours vivant. Il replace les dalles sur la fosse. L'homme est enseveli. Son sort est scellé dans une obscurité implacable. À cet instant, Célia, entendant les bruits et les cris, s'enferme dans la voiture, paniquée. Mais Vidal et Montesino ne reculent devant rien. Ils brisent la vitre du véhicule, la forcent, l'attrapent. Ils bâillonnent la jeune fille avec du ruban adhésif, lui lient les poignets, et la placent à l'arrière du véhicule, dans le coffre. Vidal prend alors le volant de la Kangoo, tandis que Montesino le suit dans sa propre voiture. Ensemble, ils roulent jusqu'à une aire de stationnement forestière reculée, près du secteur de Pivet. Là, dans l'épaisseur des bois, ils extraient Célia du coffre. Vidal explique qu'il l'a conduite jusqu'à un arbre. Il porte avec lui une carabine de chasse. D'une distance rapprochée, il fait feu. Il affirme avoir tiré sous l'ordre direct de Montesino, ajoutant qu'elle lui aurait laissé aucun choix. Elle se tenait à proximité, observant chaque geste, le regard fixe, le silence lourd. Une mise à mort exécutée sous ses directives. Après le tir, il déplace le corps de la jeune fille, creuse une fosse improvisée dans la forêt, l'Y enfouisse, puis recouvre le sol de feuilles fraîches pour masquer la scène. Ensuite, il retourne près de la forêt de Picocel et incendie la Kangoo. Une ultime manœuvre pour faire disparaître les traces, brouiller les pistes. Le lendemain matin, il se retrouve au lac de Montbel. Là, il se débarrasse des derniers éléments compromettants, les téléphones prépayés, les objets personnels, tout ce qui pourrait les relier à la mise en scène macabre. Leurs pas sont froidement calculés, leur enchaînement logique et implacable. La confession de Vidal constitue la toute première reconnaissance directe des faits. Ses déclarations sont précises, détaillées, et surtout, elles coïncident avec ce que les enquêteurs soupçonnaient depuis des mois. Pour la première fois, la chronologie du drame est reconstituée avec exactitude. Sur la base de ces révélations, les forces de l'ordre obtiennent les mandats nécessaires pour fouiller les sites évoqués. Le matin du 12 juin 2018, soit au lendemain même de la confession, Vidal est escorté par les enquêteurs jusqu'au lieu mentionné. Le premier arrêt se fait sur la propriété abandonnée de Riocan, dans la forêt profonde de Picocel, à plusieurs kilomètres de Mépué. Vidal désigne l'endroit exact où Christophe aurait été attaqué. Sur le sol, des dalles de béton sont visibles. En les soulevant, les enquêteurs découvrent une scène sinistre, une fosse souillée, dans laquelle repose un corps. Le cadavre, bien que fortement décomposé, porte des signes évidents de traumatisme. Il s'agit de Christophe Orr. Son corps était là, abandonné, depuis plus de 6 mois, dans des conditions insalubres et inhumaines. L'autopsie révélera la brutalité extrême de l'attaque, pas moins de 9 lésions graves à la tête, des os du crâne brisés, et des fractures multiples. L'horreur qu'il a subie dépasse les mots. Côte brisée, os du visage fracturé, crâne enfoncé. Les conclusions du médecin légiste sont sans appel. Christophe Orr a subi une extrême violence. Les examens révèlent également une lésion cérébrale majeure, ainsi qu'un édème pulmonaire avancé. L'homme respirait encore lorsqu'il a été jeté dans la fosse. C'est une obstruction des voies respiratoires, provoquée par un mélange de sang et de matière en décomposition, qui a causé sa mort. Une asphyxie lente, douloureuse, qui n'a laissé aucune chance. La mort a été rapide, mais pas immédiate. L'équipe d'enquête se rend ensuite dans la forêt de Puvet, là où Vidal affirme que Célia Orr a été exécutée. Les recherches s'étendent sur plusieurs heures, à travers un sous-bois dense, sans repère. Et soudain, à une profondeur de près de 50 cm, les restes d'un corps sont mis au jour. Un squelette. À ses côtés, un sac à dos, des lambeaux de vêtements, et un crâne portant une lésion distincte.
Les experts médico-légaux analysent le crâne, une blessure par balle nette, traversant la tempe droite. La distance entre l'arme et la tête ne dépassait pas 15 cm. La cause du décès est formelle, un tir à bout portant, à la tête, avec une carabine. Exécution froide, immédiate. Vidal désigne aussi avec précision l'endroit où le véhicule avait été incendié. Le site correspond parfaitement à celui découvert par le pompier, le 30 novembre, dans la forêt de Picocel. Cette série de confirmations ne laisse plus de place au doute. Vidal était présent à chaque étape. Il a pris part à tous les actes, de la mise en scène initiale à la tentative de dissimulation finale. Le dossier ne traite plus d'une disparition inquiétante. Il s'agit désormais d'un double homicide, méthodique, brutal, pensé dans ses moindres détails. Une action calculée, dissimulée dans des lieux choisis pour leur isolement, avec une volonté manifeste d'effacer toute preuve. Face à la confession de Vidal, soutenue par des preuves matérielles, Marie-Josée Montesino ne peut plus se retrancher derrière son silence. Elle, qui jusque-là proclamait son innocence totale, commence à modifier sa version lors d'un second interrogatoire. Elle reconnaît, à demi-mot, avoir été présente. Oui, elle a participé, dit-elle. Mais elle insiste, jamais, selon elle, il n'était question de tuer. L'objectif aurait été d'intimider Christophe. Elle admet avoir été sur les deux lieux du drame. Mais concernant la mort de Célia, elle affirme ne pas avoir voulu cela. Ce serait Vidal, seul, qui aurait pris cette décision. Elle tente alors de minimiser son rôle, de se présenter comme dépassée par les événements. Mais les faits sont implacables. L'enquête révèle désormais un tableau complet. Le père a été conduit sur une propriété rurale isolée. Il y a été attaqué à coups répétés à la tête, puis jeté vivant dans une fosse septique. La fille, elle, a été enlevée, ligotée, bâillonnée, puis abattue dans une clairière. Les deux actes ont été commis rapidement, sans laisser la moindre chance de fuite. L'organisation, le choix des lieux, la coordination, tout indique une action préméditée, menée de concert par Vidal et Montesino. Les expertises psychiatriques ordonnées par la Cour dressent un profil glaçant de Marie-Josée Montesino. Elle est décrite comme émotionnellement immature, animée par un besoin obsessionnel de domination. Les psychologues relèvent chez elle des traits narcissiques marqués, une propension à la manipulation, une empathie quasi absente, et une volonté constante de garder le contrôle, quel qu'en soit le prix. Même face aux spécialistes, durant les séances d'évaluation, elle tente de manipuler l'image qu'elle renvoie. Elle feint la vulnérabilité, élude les questions, détourne les discussions. Rien n'est spontané. Tout semble calculé. Son passé personnel révèle un comportement cohérent avec ce profil inquiétant. Un schéma inquiétant se dessine autour de Marie-Josée Montesino. Après chaque rupture, elle réagissait avec une hostilité viscérale, animée d'un désir profond de vengeance. Plusieurs de ses anciens partenaires avaient vu leur réputation détruite, leur vie bouleversée. En 2006 déjà, un homme qui avait mis fin à leur relation aurait été la cible de ses représailles. Elle aurait déversé de la peinture sur la façade de son domicile, l'aurait publiquement humilié, et aurait même tenté de le percuter avec sa voiture. Ces incidents n'avaient jamais été formellement inscrits au registre pénal, mais à la lumière de l'affaire Orsaz, ils sont aujourd'hui réévalués comme des éléments clés de son profil psychologique. Dans le cadre du procès, le tribunal reçoit les preuves de 3 plaintes déposées par Christophe Orr en 2016 et 2017. Il y dénonçait des actes de harcèlement, des menaces explicites, et des accusations calomnieuses. L'analyse de son ordinateur confirme ces dires, on y trouve des courriels dans lesquels Montesino exigeait de l'argent, l'accusait de vol, et menaçait de ruiner sa réputation. Un objectif qu'elle aurait poursuivi jusqu'au bout. D'autres preuves accablantes révèlent qu'elle a envoyé des photos intimes de Christophe à ses employeurs. Cette manœuvre perverse a conduit à son licenciement. Une attaque ciblée, douloureuse, visant à le détruire sur tous les plans. Parmi les motifs avancés par Montesino pour justifier son comportement, l'un revient de manière récurrente, une clé USB qu'elle dit avoir trouvée après leur séparation. Selon ses déclarations, cette clé contenait des images compromettantes de Christophe. Elle aurait été profondément choquée par cette découverte, qu'elle qualifie de trahison insupportable. Mais les enquêteurs estiment que cet élément n'a été qu'un prétexte. Un mobile secondaire, monté en épingle, exagéré, utilisé pour rationaliser sa haine et ses actes. Le témoignage de Jean-Paul Vidal, le second mis en cause dans cette affaire, apporte un éclairage encore plus sombre. Il affirme avoir été psychologiquement dépendant de Montesino. Elle l'aurait manipulé, le convainquant que Christophe représentait un danger. Pour cela, elle lui aurait montré de faux messages dans lesquels Christophe aurait prétendument menacé sa famille. Vidal, pris dans cette toile de mensonges, dit avoir agi sous l'effet de la peur, pensant réellement devoir se défendre. S'il est possible que Vidal cherche par ce biais à atténuer sa propre responsabilité, certaines de ses affirmations ont été vérifiées.
Les enquêteurs ont en effet découvert que plusieurs des lettres incriminant Christophe étaient des faux. Certaines avaient été rédigées intégralement par Montesino elle-même. L'intention devient manifeste. Elle ne réagit pas sous le coup de l'émotion. Elle orchestre. Elle manipule. Elle planifie. Le portrait qui se dresse de Marie-Josée Montesino n'est plus celui d'une femme blessée ou dépassée. C'est celui d'une prédatrice émotionnelle, guidée par le ressentiment, la revanche et un besoin obsessionnel de contrôle. Elle n'a pas été une suiveuse passive. Elle a tenu le rôle central dans l'engrenage meurtrier. L'affaire a révélé un conflit prolongé, une stratégie de représailles, et une emprise psychologique exercée sur son complice présumé. Depuis les arrestations de Jean-Paul Vidal et de Marie-Josée Montesino en juin 2018, l'enquête a mobilisé toutes les ressources judiciaires et scientifiques pendant près de 5 ans. Les autorités ont mené des expertises médico-légales approfondies, validé plusieurs hypothèses, interrogé des témoins clés et constitué un dossier dense, complexe, mais solide. 2 scènes de crime, 2 accusés, une multitude de preuves numériques, et des enjeux psychologiques profonds, l'affaire Orsaz est devenue un symbole de la violence sournoise, dissimulée sous des apparences ordinaires. En janvier 2023, le verdict tombe. Marie-Josée Montesino est déclarée coupable. La sentence prononcée, 10 mois de prison avec sursis. Un jugement qui, pour certains, ne reflète pas l'ampleur de l'horreur révélée. Pour d'autres, une étape judiciaire dans une affaire dont les cicatrices ne guériront jamais vraiment. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesino. 2 noms désormais liés à jamais à l'un des crimes les plus choquants de ces dernières années. Si la peine initialement prononcée contre Montesino, 10 mois de prison avec sursis, pouvait sembler dérisoire en apparence, elle portait en réalité un poids symbolique considérable. Elle constituait la première reconnaissance officielle de ce que beaucoup savaient déjà. Marie-Josée avait harcelé, intimidé et poursuivi Christophe bien avant que le drame ne survienne. Elle avait planté les graines d'un conflit qui allait tourner à l'horreur. À ce stade, les 2 accusés étaient déjà placés en détention provisoire. Montesino, dont le comportement se révélait de plus en plus détaché émotionnellement, avait été transféré à plusieurs reprises dans des établissements psychiatriques. Sa défense tenta de faire valoir une inaptitude à comparaître. En janvier, elle fut temporairement déclarée inapte. Mais quelques mois plus tard, à l'automne, les experts mandatés par le tribunal concluaient qu'elle était tout à fait apte, tant mentalement qu'émotionnellement, à répondre de ses actes devant la justice. Jean-Paul Vidal, de son côté, avait subi un accident vasculaire cérébral quelques semaines avant le début des audiences. Malgré son état de santé, il fut lui aussi jugé apte à participer pleinement au procès. La date du jugement fut fixée au 17 novembre 2023. Presque 6 années s'étaient écoulées depuis la disparition de Christophe et de Célia Or. L'attente avait été interminable, douloureuse, déchirante, non seulement pour les accusés, mais surtout pour les proches des victimes. La famille de Christophe, ainsi que Sandra, la mère de Célia, se constituèrent partie civile. Un avocat les représentait, défendant la mémoire des disparus et la dignité de ceux qu'ils avaient laissés derrière eux. Sandra, bien qu'éloignée, participa à distance via visioconférence. Sa voix, ferme et chargée d'émotion, résonna tout au long des débats. Elle exigea une peine exemplaire. Elle affirma que seule la colère contre ceux qui avaient brisé sa vie lui permettait encore de se tenir debout. L'un des points centraux du procès portait sur la répartition des responsabilités. Avait-on affaire à un crime impulsif ou à un plan longuement mûri, froidement exécuté? Les révélations furent accablantes. Dès juin 2017, soit 5 mois avant le double meurtre, Vidal et Montesino avaient déjà tenté de piéger Christophe à l'endroit même où il serait plus tard tué. Ce premier guet-apens avait échoué en raison de la présence inattendue de randonneurs dans la zone. Les enquêteurs confirmèrent que le duo avait mené plusieurs repérages, étudié les accès à la propriété, mesuré les dimensions de la fosse septique. Ils avaient préparé les lieux. Rien n'avait été laissé au hasard. C'était un plan mûri avec soin, dans l'ombre, loin de tous les regards. Une préméditation qui ne laissait plus place à l'ambiguïté. Durant les audiences, Vidal finit par reconnaître sans détour leur intention. Ils étaient venus rencontrer Christophe avec l'objectif précis de lui ôter la vie. Il déclara, si quelque chose tournait mal, on savait déjà où l'enterrer. Tout était prêt à l'avance. Ils avaient apporté avec eux non seulement des barres de métal et des colliers de serrage, mais aussi un tasé et une arme de chasse. Chacun de ces objets serait ensuite utilisé dans le déroulement du crime. Le procès ne dura que 6 jours. Une durée courte, presque surprenante au regard de la gravité des faits. Mais le tribunal expliqua cette brièveté par l'abondance et la solidité des preuves réunies durant les 5 années d'enquête. Il ne s'agissait pas de déterminer si un crime avait eu lieu, mais d'identifier clairement le rôle de chacun, qui avait initié, qui avait exécuté, et surtout, était-ce un acte spontané ou une exécution préméditée? Les réponses à ces questions allaient marquer la conclusion de cette tragédie judiciaire.
Le 24 novembre 2023, dernier jour des audiences, la Cour livra enfin son verdict dans l'affaire du double meurtre de Christophe et Célia Orsaz. Jean-Paul Vidal et Marie-Josée Montesino furent déclarés coupables. Marie-Josée Montesino fut reconnue coupable. Le tribunal qualifia ces actes, ainsi que ceux de Jean-Paul Vidal, d'infractions d'une gravité extrême, commises avec des circonstances aggravantes et une intention préméditée. La mort de Christophe Or fut établie comme un homicide volontaire, exécuté avec une cruauté inouïe. Celle de sa fille, Célia, fut considérée comme un acte délibéré visant à faire taire un témoin potentiel. La sentence fut prononcée avec solennité. Jean-Paul Vidal fut condamné à 30 années de réclusion criminelle, avec une période de sûreté incompressible de 20 ans avant de pouvoir prétendre à une éventuelle libération conditionnelle. Marie-Josée Montesino écopa exactement de la même peine, 30 années, dont 20 incompressibles. Tous deux furent également interdits de détenir une arme, quelle qu'elle soit, pour une durée de 15 ans. Durant tout le procès, aucun des accusés n'exprima de remords sincères. Vidal fit part d'un certain regret, mais insista sur le fait qu'il avait agi sous pression, muselé par la peur. Il affirma avoir cru, à tort, que Christophe représentait une menace que l'enquête révéla être une construction de toutes pièces. Concernant Célia, Vidal déclara qu'il n'avait jamais souhaité sa mort et qu'il n'avait pas compris jusqu'où la situation irait. Montesino, de son côté, nia jusqu'au bout avoir envisagé une issue fatale. Elle prétendit que son objectif n'avait jamais été de tuer Christophe, mais simplement de le punir. En ce qui concerne Célia, elle tenta de minimiser son implication, affirmant qu'elle n'avait pas participé activement à cette partie du crime. Des déclarations que la Cour rejeta sans hésitation. Les magistrats conclurent que Marie-Josée Montesino était bel et bien l'instigatrice du crime. C'est elle qui avait manipulé Jean-Paul Vidal, nourri sa peur, alimenté sa haine, et imposé une logique de représailles. C'est elle qui avait initié le plan, guidé chaque étape et précipité les actes irréversibles. Du côté des parties civiles, composées des proches de Christophe Or et de la famille de Célia, le soulagement fut palpable. Leur avocat salua une décision qui reconnaissait enfin une vérité essentielle. Ce crime était né d'un ressentiment personnel, d'un besoin maladif de contrôle, et d'un désir de vengeance dirigé contre un homme qui avait tenté de reprendre sa liberté. Sandra, la mère de Célia, s'exprima par visioconférence à l'issue des débats. S'adressant directement aux accusés, elle déclara qu'ils restent exactement là où ils doivent être, derrière les barreaux. Ainsi se referma l'affaire Orsaz. Une enquête longue de 6 années, jalonnée de confessions, de dénégations, d'expertises, d'audiences tendues, et d'une quête de vérité menée avec une rigueur implacable. L'ombre de Christophe et de Célia plane désormais sur l'un des dossiers criminels les plus marquants de la France contemporaine. Leurs noms sont gravés dans la mémoire collective, témoins silencieux d'un drame orchestré dans l'ombre et consumé par la haine.